sommes le 20 mars 1995, en plein centre de Tokyo, la capitale du Japon. Il est 8 h du matin lorsque du gaz sarin, un neurotoxique très puissant, se propage dans 5 rames de métro en pleine heure de pointe. L'attaque fait 11 morts et plus de 6300 blessés. Certaines victimes restent plusieurs dizaines d'années dans le coma, d'autres sont paralysées à vie. Une ville sous le choc, Tokyo, une population apeurée et une question: qui a pu vouloir tuer aveuglément le plus de gens possible hier dans le métro de la ville? Cette semaine, je vous raconte l'histoire de Shoko Asahara, le gourou de la secte Aum qui a marqué à jamais la société japonaise. C'est ça, Aum, qui est hallucinant, c'est ce mélange entre le prosélytisme, avec des discours de paix et d'amour où le gourou disait qu'il fallait même pas blesser un cafard, et des gens qui, en sous-main, sont en train d'essayer de se procurer des têtes nucléaires. Et ça, je pense que c'est assez unique dans l'histoire de l'humanité. Avant de vous plonger dans cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Brut pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Shizuo Matsumoto naît en 1955 dans une famille pauvre à Yatsushiro, sur l'île de Kyushu, dans le sud du Japon. Presque aveugle à la naissance, ses parents l'envoient dans une école spécialisée pour élèves non-voyants jusqu'à ses 18 ans. Au départ, il est dans une école entre guillemets classique, et à ce moment-là, il se fait harceler. Il se fait vraiment victimiser. Et on va le muter dans une école avec des non-voyants et des malvoyants, et là, avec sa vision partielle, ça va devenir un véritable harceleur. Le fait qu'il soit handicapé, mais quand même moins que ses camarades, va peut-être contribuer à forger des complexes, à la fois d'infériorité, mais aussi de supériorité, voire de mégalomanie. Il va vraiment incarner d'une manière très cruelle le fameux proverbe « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ». Jeune adulte, Shizuo Matsumoto échoue à l'examen d'entrée à l'université de Tokyo. Il s'oriente vers la médecine chinoise et connaît alors ses premiers démêlés avec la justice. Il se lance dans la pharmacie et il vend des potions magiques, complètement des arnaques. Et il se fait arrêter pour exercice frauduleux de la pharmacie en 1981. En 1984, Shizuo Matsumoto fonde une école de yoga appelée Aum no Kai, qui signifie Société Aum. Rapidement, Shizuo Matsumoto se transforme en leader spirituel et prend le nom de Shoko Asahara. Il dit qu'il a fait une expédition dans l'Himalaya et qu'il a rencontré des sages et que désormais il avait connu l'illumination. Et il va transformer ce cours de yoga en une véritable secte, Aum, vérité suprême, Aum Shinrikyo. Dans les années 80, le Japon connaît un boom économique sans précédent. Dans une société traditionnelle en pleine mutation, les Shinshukyo, littéralement nouvelle religion, prospèrent à travers tout le pays. Parmi elles, la secte Aum prêche la fin du monde. Asahara Shoko desu. Dans les années 70 et 80 notamment, il y a eu plusieurs phases de prolifération religieuse intense, avec un grand nombre de nouveaux mouvements religieux inspirés de diverses traditions préexistantes. Et malheureusement, parmi toutes ces offres spirituelles, il y a des prédateurs. Il interdit le sexe à ses adeptes, alors que lui, il a un harem. Il interdit aux adeptes de se nourrir. Ils ont juste un petit bol de riz par jour quand ils sont sages. Et lui, il se régale dans les plus grands restaurants. Il leur interdit même de dormir. Il leur interdit toute propriété alors qu'il a une Rolls-Royce. C'est vraiment, mais c'est le gourou le plus hypocrite qui soit. D'inspiration bouddhiste, l'idéologie religieuse de la secte Aum emprunte à l'hindouisme, à l'apocalypse chrétien, au New Age, mais aussi aux prophéties de Nostradamus. 孫子の救済理念を根本として作られた宗教団体、それがオウム真理教である。オウムとは宇宙の創造、維持、破壊をそれぞれ表す最も聖なるバイブレーションである。C'est quand même des notions bouddhiques, celles de karma, celles de réincarnation, qui sont au cœur de la doctrine de Aum. L'idée que nos actions déterminent notre prochaine existence, mais aussi que une vie qui serait conforme aux préceptes de la secte et un programme de méditation rigoureux pourrait permettre d'accélérer le processus et d'atteindre dans cette vie même un degré supérieur de conscience et d'existence.
Shoko Asahara rencontre à plusieurs reprises le Dalai Lama. Le leader tibétain en exil lui offre sa reconnaissance et son soutien. Shoko Asahara s'affiche dans la presse magazine spécialisée dans le paranormal. Dans une interview, il affirme posséder des super-pouvoirs comme la lévitation, photo à l'appui. Shoko Asahara, il se dit, il faut que je marque un grand coup, il faut que je me fasse connaître. Alors, il repère un magazine qui s'appelle Twilight Zone, c'est un peu genre Paranormal Magazine si vous voulez, et il se dit, je vais un peu les berner, je vais leur faire croire que je sais voler. Il trouve un photographe peu scrupuleux, il prend une photo de lui en position du lotus en train de sauter. Si on regarde un petit peu la photo en question, on voit qu'il est effectivement en lévitation au-dessus du sol, mais qu'il a l'air comme ça d'être extrêmement tendu, de beaucoup souffrir. Il publie cette photo, ça va attirer beaucoup de gens à lui, et des années plus tard, le photographe va regretter et il va dire « je suis désolé ». En réalité, il n'a fait que sauter en position du lotus, et d'ailleurs, il s'est fait hyper mal en tombant. Fort de cette publicité, la secte séduit dans toutes les catégories sociales, tout particulièrement des jeunes éduqués en quête de spiritualité. Au Japon, les gens vont l'appeler la religion des élites. Parce que très tôt, il va cibler des jeunes de 18 à 25 ans qui viennent de terminer leurs études. Et alors les profils, c'est des chimistes, des ingénieurs dans le nucléaire, des biologistes, des médecins, que des gens qui ont fait des études relativement brillantes. À travers une discipline très stricte faite de yoga et de méditation, Shoko Asahara promet à ses adeptes d'acquérir des super-pouvoirs. Il dit si votre religion ne vous donne pas de pouvoir magique, elle est bonne pour les cochons. On va proposer un programme d'entraînement, d'exercice très précis, très exigeant aussi, qui va attirer les personnes déçues justement par le manque de rigueur, les enseignements parfois trop abstraits d'autres nouveaux mouvements religieux. Shoko Asahara leur dit, avec ce que je fais, vous allez pouvoir léviter, vous allez pouvoir passer à travers les murs, vous allez pouvoir respirer sous l'eau. Donc il a une sorte de, on dirait une espèce de super-héros, et quelqu'un qui, comme un héros de Marvel, pourrait vous donner des pouvoirs magiques si vous méditez et vous suivez ses conseils. Et ça va beaucoup plaire à cette jeunesse qui lit beaucoup de science-fiction. Pour atteindre l'illumination, Shoko Asahara ordonne à ses adeptes de l'imiter et même de le consommer. Le gourou leur vend l'eau de son bain, des mèches de cheveux et même des gouttes de son sang. L'initiation au sang est le rituel le plus cher, il coûte 8000 $. Il va vous les faire boire en vous disant que votre ADN va muter, enfin tout un tas de sortes de choses. Et c'est comme ça qu'il va non seulement vider les adeptes de leur autonomie mentale et physique, puis après il va vider leur compte en banque jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus rien. Lors des rituels appelés expériences divines, les membres de la secte sont parfois soumis à la prise de psychotropes comme le LSD. L'objectif, ça va être de générer instantanément ces fameuses expériences mystiques, donc des hallucinations, etc., pour convaincre les adeptes de l'efficacité de l'enseignement de la secte et les convaincre de la rejoindre définitivement. Ce qui est incroyable, c'est de penser que la secte Aum était un des plus grands producteurs de drogue à cette époque. Et on pense même, vu les liens avec le crime organisé de la secte, que potentiellement ils ont vendu des drogues. Ils se sont intégrés dans le crime organisé avec les Yakuza pour vendre des drogues. Pour diffuser son idéologie religieuse à la jeunesse, Shoko Asahara publie des mangas et des animés à sa propre gloire. Il y a 15% de mineurs
dans la secte en 1990. Donc ça montre à quel point il va cibler un public qui, là, pour le coup, peut avoir une certaine fragilité et, on va dire, un peu moins d'esprit critique. En 1990, la secte Aum présente des candidats aux élections législatives. 現在の政府は約11兆円の税金の無駄遣いをしています。11兆円の削減ができるのです。 La secte ne remporte aucun siège. Même Shoko Asahara récolte moins de 2000 voix. C'est surtout à partir des élections législatives de 1990 où il va se présenter et au cours des années qui suivent, qu'il va acquérir une notoriété nationale. Pourquoi? Parce que les médias ont vite compris qu'ils avaient affaire à un bon client et lui aussi avait compris qu'il avait tout intérêt à jouer leur jeu pour se faire connaître. C'est vrai qu'il devient un bon client à la télé. Il a été célèbre surtout pour être passé dans une émission avec Takeshi Kitano, qui est à l'époque un présentateur télé, un humoriste, qui est devenu un très grand réalisateur. Avec le recul, c'est tout à fait glaçant de voir les médias, les intellectuels japonais dérouler comme ça le tapis rouge à une organisation qui, à ce moment-là, avait déjà tué à plusieurs reprises. En septembre 1988, un adepte meurt accidentellement lors d'un exercice. Son corps est brûlé et ses cendres sont dispersées par les membres de la secte pour dissimuler sa mort. Et un peu plus tard, un autre adepte qui a été témoin souhaite quitter le groupe. Et là, Asahara donc le fait assassiner pour éviter que l'information sorte. En 1989, un avocat représentant un groupe de familles ayant porté plainte contre la secte est assassiné avec son épouse et son bébé de 14 mois. Alors même qu'on va retrouver sur les lieux un badge de la secte, cette piste ne va pas être privilégiée par la police. Pourquoi? La police, elle est terrorisée à l'idée de faire de la répression religieuse. Elle est terrorisée à l'idée de ne serait-ce que toquer à la porte d'une secte qui a beaucoup d'avocats et qui va immédiatement faire une conférence de presse. La secte Aum est notoirement procédurière, prompte à dégainer l'argument de la persécution religieuse, qui est un sujet porteur dans un pays où la liberté de culte, depuis la fin de la guerre, est considérée comme un droit inaliénable garanti par la Constitution. Donc les autorités marchent sur des œufs, ce qui va expliquer en partie le laxisme assez invraisemblable dont elle va bénéficier jusqu'en 1995. Aum est organisé d'une part comme un État dans l'État, avec ses agences, ses ministères, mais il y a aussi une culture du secret et une double organisation au sein de la secte elle-même. Il a développé tout simplement ses propres services de renseignement qui s'appellent les ministères du renseignement. Ça rigole pas du tout parce que ce sont des gens qui sont formés par des anciens du KGB en Russie, ils sont formés aux assassinats par armes chimiques, ils sont formés à l'enlèvement, ils vont parfois enlever des gens en pleine rue, et à toutes les méthodes de torture. Au total, une trentaine de membres de la secte ont disparu sans éveiller les soupçons des autorités. En parallèle, la secte poursuit un tout autre but, provoquer l'apocalypse. Plus la secte va faire face à des oppositions et à des échecs, plus ce discours apocalyptique va se renforcer, au point qu'au début des années 90, l'objectif devient de former une armée pour combattre lors de cet Armageddon et finalement de le déclencher eux-mêmes. À un moment, ils font une tournée en Afrique. Ils commencent à distribuer de l'argent en disant que c'est pour aider les victimes de l'épidémie de sida et d'épidémie d'Ebola. Mais en réalité, Shoko Asahara et les 40 membres qui l'accompagnent mènent cette mission humanitaire avec un objectif bien précis. Récupérer le virus Ebola afin de l'utiliser comme arme bactériologique. On ne peut pas imaginer un plan plus diabolique que se faire passer pour des humanitaires pour aller synthétiser un des virus les plus terrifiants qui existent. La secte ne réussit pas à synthétiser le virus. Elle s'essaie également au développement de l'anthrax, autrement appelé la maladie du charbon, sans y parvenir non plus. Déjà en 1989, Asahara et certains de ses cadres vont se procurer des bactéries à l'origine de la toxine botulique et ils vont tenter à plusieurs reprises d'en synthétiser et d'en répandre dans des lieux publics, notamment à Tokyo en mars 1990, mais heureusement leur composé est inoffensif. Au lendemain de l'effondrement du bloc soviétique, Shoko Asahara se tourne vers la Russie où la secte compte 30 000 adeptes. La raison pour laquelle ils vont dans l'ex-URSS, c'est qu'ils se disent que l'ex-URSS est un terreau fertile pour aller prendre des armes. À partir de 1992, suite à une expansion de la secte en Russie, donc la Russie qui est dans un état de chaos suite à l'effondrement du bloc soviétique,
eh bien, ils vont se tourner des armes bactériologiques aux armes chimiques. Et ils vont finir par réussir l'année suivante, en acquérant des produits, mais aussi le savoir-faire par cette connexion russe, à produire du gaz sarin, puis du VX. La secte se lance dans la production à grande échelle de fusils d'assaut AK-47 sans succès. Elle tente même de faire l'acquisition en Russie d'une tête nucléaire. Cette secte-là, elle avait une fortune. Quand elle a voulu quelque chose, elle l'a acheté. Quand elle a voulu négocier avec la Russie, pour essayer d'avoir des têtes nucléaires, c'était à coup de millions. Le 27 juin 1994, un attentat au gaz sarin fait 8 morts et plus de 500 blessés dans la ville de Matsumoto, dans la province de Nagano. Malgré de nombreux signalements accusant la secte, la police accuse un jardinier dont la femme et la fille ont été victimes de l'attaque. Ça paraît quand même complètement hallucinant que la secte ait pu faire ce qu'elle a fait pendant le temps où elle l'a fait, au nez et à la barbe de la police, avec pourtant beaucoup de gens qui savaient ce qu'elle faisait, qui le dénonçaient. Au début de l'année 1995, des révélations accablantes dans la presse prouvent l'implication de la secte dans l'attentat de Matsumoto. On trouve des résidus de sarin dans l'une des installations de la secte, très loin, donc à des centaines de kilomètres de Matsumoto, et évidemment, ça prouve de manière assez nette que la secte est impliquée. L'étau se resserre autour de Shoko Asahara. Quelques semaines plus tard, la secte commet un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. L'attaque fait 11 morts et plus de 6300 blessés. Le Japon plonge dans l'horreur. Tokyo va vivre à partir de là plusieurs mois de terreur, dans une atmosphère de paranoïa généralisée. On craint des représailles, on craint d'autres attentats, d'autant que le gourou reste introuvable. 10 jours plus tard, le chef de la police japonaise est grièvement blessé par balle. Le gouverneur de Tokyo reçoit un colis piégé et de nouvelles attaques au gaz vont être perpétrées, heureusement sans aboutir. Peu de temps après l'attentat du gaz sarin de mars 1995, on a retrouvé une mallette dans le métro, ils avaient réessayé quelques jours après, dans lequel ils avaient carrément mis du Zyklon B. Donc on parle du gaz utilisé dans les camps de concentration à Auschwitz. La secte Aum, elle est désormais bien habituée des médias. Donc vous avez ces cadres qui sont en direct sur les plateaux de télévision pour répondre aux journalistes, pour nier leurs responsabilités, pour crier au complot. Newspaper says that ball cartridge, actual ball cartridge, very harmful one was found. But they are all different, and by so doing, they do not collect, how can I say, true information or precise information. Dans les semaines qui suivent l'attaque, l'enquête policière fait progressivement la lumière sur les agissements passés de la secte Aum. La société japonaise découvre avec effroi les disparitions, les assassinats et les projets d'attentats échoués depuis la fin des années 80. Et le choc, il est d'autant plus grand que le Japon vient d'être victime en janvier d'un séisme très important autour de la ville de Kobe, qui fait plusieurs milliers de victimes. Master Asahara dares to do it, and his predictions have all proved right. For example, he predicted the earthquake in Kobe 1 week before. Bras droit de Shoko Asahara, Hideo Murai est considéré comme l'un des cerveaux des attentats au gaz sarin. 2 semaines après cette conférence de presse, alors qu'il sort du tribunal de Tokyo, il est poignardé à mort par un yakuza devant les caméras de télévision. Hideo Murai, c'était celui qui avait mis au point quasiment tous les plans les plus diaboliques, donc c'était vraiment celui qu'il fallait faire taire. Le 16 mai 1995, à l'aube, la police anti-émeute se rend au quartier général de la secte, situé au pied du mont Fuji, à une centaine de kilomètres de Tokyo. Shoko Asahara est arrêté et n'oppose aucune résistance. J'étais quasiment sûr qu'il était là, et c'est pour ça qu'ils ont appelé toutes les télés pour filmer l'arrestation elle-même. Et ça, c'est très typique de la police japonaise, c'est que les raids de police ne sont pas des raids surprises, ce sont des raids, au contraire, médiatiques et filmés. Donc ils comportent aussi l'idée de honte publique. En 1996 s'ouvre le procès de Shoko Asahara et des principaux cadres de la secte Aum.
Le gourou se mure dans le silence et feint la démence. Il est très difficile de savoir s'il a effectivement sombré dans la démence ou non. Au terme de 8 ans de procès, Shoko Asahara est condamné à mort en 2004. Mais ce n'est qu'en 2018 que le gourou et 12 de ses disciples sont exécutés par pendaison. 本日6名の死刑を執行しました。慎重な検討を重ねた上で執行を命令した次第です。En 1999, la secte Aum prend le nom d'Aleph. Elle exige de ses membres qu'ils n'enfreignent plus la loi. La secte s'engage publiquement à indemniser les victimes des attentats. Aleph se livre par ailleurs à un prosélytisme assez agressif auprès des jeunes et conserve une attitude de défiance vis-à-vis des autorités et des familles des victimes. Ils continuent de diffuser cette idée d'amour, de réparation, ils sont désolés. Néanmoins, ils ont détourné quasiment la totalité de leur trésor de guerre pour le cacher via des sociétés écrans et faire en sorte que les victimes, les familles de victimes ne soient pas indemnisées. En 2016, Aleph comptait environ 1600 membres, soit près de 10 fois moins qu'à son apogée au Japon. La secte conserve toujours aujourd'hui Shoko Asahara comme maître spirituel. Ils ont essayé de libérer Shoko Asahara. Récemment, d'ailleurs, ils continuent de demander sa libération parce qu'ils sont persuadés qu'il est immortel et que donc, en dépit du fait qu'il a été pendu, il serait quand même bien de le libérer. S'il peut l'éviter, comment est-ce qu'on peut le pendre? Difficile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes intéressé par les mouvances sectaires, je vous mets le lien de la vidéo consacrée à Amy Carlson, la gourou de la secte Love as One. Avant de vous laisser, je voudrais remercier Antonin Bechler et Quentin Bruet-Ferréol pour leur éclairage. D'ailleurs, je vous conseille son livre passionnant sur la secte Heaven's Gate, Dieu est un voleur qui marche dans la nuit. Je voudrais remercier également toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Marie à la documentation et Quentin au montage. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.